Ok, alors comment fédérer les entreprises d'un même secteur pour servir leurs intérêts communs? Comment faire copain-copain avec les politiques? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Si tu as loupé les deux derniers épisodes sur Ivili, là on est dans le troisième. Tu es libre de les regarder prochainement pour ne pas être complètement perdu. On reprend la fin de vie d'Ivili et on va voir comment va s'éteindre le grand-père de la propagande moderne, contemporaine. Alors, on retrouve notre Ivili qui a fait sa petite collaboration avec l'entreprise de céréales Wheaties. Bon, il a créé au passage le personnage de Betty Cropper, le slogan Le petit déjeuner des champions, quand soudain on va lui confier une nouvelle mission. C'est l'aviation, les compagnies aériennes qui lui expliquent que elles voudraient étendre leurs activités sur du vol grand public. Sauf qu'on est dans les années 20 et que les gens n'ont clairement pas envie de prendre le risque de monter dans les airs. Donc, pour rassurer une partie de la population, Ivili, toujours sur ses lectures de Gustave Le Bon avec la psychologie des foules, va se servir de la psychologie de la multitude, qui consiste à utiliser des slogans, des images, des symboles pour rassurer la population. C'est par exemple ce qu'il avait fait en aidant une entreprise de métro en dotant tout le personnel d'un même uniforme. Et en plus d'un bel uniforme pour que les usagers puissent se dire, bon, en plus de ça, les salariés ici sont chouchoutés et on les reconnaît du premier coup. Donc, sur ce principe, il va chercher à humaniser les relations publiques au niveau de l'entreprise. C'est lui qui va instaurer, dire aux dirigeants, voilà, mettez vos noms dans les communautés, les communiqués de presse, pour qu'on voit qu'il y a un responsable derrière tout ça. Donc on reprend ce fameux problème de l'aviation, comment on fait pour convaincre toute une partie de la population qui est réfractaire à partir dans les airs. On est dans les années 1926 jusqu'à 1930. Ce qui va se passer, c'est que Ivili va, en plus de ce critère d'humanisation, faire appel à Charles Lindbergh, je crois, en tout cas qui est un grand pilote de l'époque. Et finalement, c'est un peu l'introduction au lobbying. Parce que le lobbying, c'est quoi? C'est s'appuyer sur des figures d'opinion, des leaders d'opinion. Et puis, Ivili va y ajouter toute la dimension de l'expérience. C'est-à-dire qu'il va dire au pilote, voilà, je te subventionne, tu vas faire le tour tu vas faire un vol transatlantique, le premier vol transatlantique, et ton grand exploit, ça va être relayé partout. On va considérablement gagner en popularité. C'est ce qui va se passer, et le champion, Charles, va faire une grande tournée triomphante dans 82 villes américaines, donc soit dans 48 États américains. C'est une tournée triomphante où chaque fois le pilote va prononcer un discours et on va montrer, expliquer aux gens comment ça marche l'aviation. On va même en profiter pour subventionner de 3 millions de dollars la recherche, l'enseignement universitaire dans l'aviation pour créer des vocations, etc., etc. Donc à partir de là, tu vois que d'un public qui est complètement inconnu, réfractaire, qui n'a pas forcément les notions, on peut le pousser à s'intéresser au secteur via des exploits. Des exploits que justement tu dois promouvoir correctement. On en arrive finalement, inévitablement, à la création du lobbyisme. Alors, le lobbyisme, tu vas me dire, c'est le diable incarné, etc., etc., pour tous les concepts, il ne faut jamais voir le tout noir ou le tout blanc. Tout est gris, il n'y a que des nuances. Je dis ça parce que j'avais fait une thèse, dans ma thèse, j'avais pas mal abordé ce sujet du lobbyisme, qui peut faire peur, particulièrement dans le secteur pharmaceutique, où la vie des gens, la santé des gens repose entre des entreprises, les mains d'entreprises.
faut savoir que le lobbyisme, ça vient d'une liberté fondamentale aux États-Unis qui est celle de se rassembler et d'exprimer son opinion librement. Autrement dit, les entreprises d'un même secteur n'ont fait que se rassembler pour pouvoir être mieux entendues de leurs dirigeants. Il faut savoir que si tu supprimes les lobbyistes, eh bien, tu te retrouves avec un système avec que des bureaucrates qui prennent dans leur coin des décisions, qui votent des lois, mais qui n'ont pas du tout conscience de ce qui se passe sur le terrain. Donc il faut des gens, des porteurs de parole, pour leur dire non, arrêtez, faites pas ça, c'est impossible à mettre en place, les employés, les travailleurs ne tiendront pas le coup, etc. etc. Donc il faut aussi voir le lobbyisme comme la défense d'intérêts privés, certes, mais aussi comme une bonne relation, un partenariat donnant-donnant entre le privé et le public, pour l'intérêt de tout le monde. Donc voilà comment Ivy va être incité à développer le lobbyisme des entreprises, tout d'abord dans le pétrole, et puis après dans toutes les grandes entreprises d'énergie à côté, en permettant la création d'entreprises, d'associations professionnelles, interprofessionnelles. Voilà pour ça. C'est aussi finalement le lobbying, la bonne relation avec le politique. Et c'est novateur à l'époque de s'imaginer que Ivy Lee va devenir le premier ambassadeur officieux, non pas seulement d'une société, d'une entreprise, mais de tout un pays. De tout un mode de vie. C'est les États-Unis qui vont l'envoyer chez Mussolini pour parlementer un petit peu, pour un peu promouvoir l'American Way of Life, le style de vie américain. Et là, justement, tu vas voir que les intérêts privés des entreprises et les intérêts politiques sont parfois assez liés. Je te donne un exemple concret. Ivy Lee va faire exprès de promouvoir la reconnaissance officielle de l'Union soviétique. On est dans les années 20, les États-Unis ne sont pas du tout d'accord avec ce concept plus ou moins foireux du tous égal, on centralise tout, on retire toute la propriété. C'est contraire, c'est diamétralement opposé à leurs valeurs. Mais ils vont laisser faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des intérêts financiers derrière. Si tu laisses la Russie annexer tous les pays d'Europe de l'Est sous sa coupole, tout centralisé, c'est beaucoup plus pratique après pour faire des affaires et pour revendre le pétrole américain aux Russes. Parce que tu n'as qu'un seul interlocuteur au lieu de X interlocuteurs. Donc, même si on sait que ça mènera plus tard, 20-30 ans après, à la guerre froide, il faut savoir que, voilà, qu'ont fait les États-Unis quand ils ont vu la révolution soviétique, ils ont volontairement laissé faire. Donc voilà, il ne faut pas être naïf, à chaque fois tout est rien n'est fait au hasard, si tu veux. Si les États-Unis avaient voulu intervenir, ils l'auraient fait dès le début. Donc voilà pour ces relations, cet esprit d'ambassadeur. Ivy Lee lui-même sera, de par ses discours qui promeuvent l'industrie automobile américaine, il sera reçu le 8 décembre 1933 par le président. Et Roosevelt lui-même ne sera pas rancunier parce que Ivy Lee avait organisé la campagne de son concurrent à la dernière élection. Donc voilà, c'est les intérêts d'un secteur au-delà des frontières. Et la fin de vie du coup d'Ivy Lee est un peu plus dramatique, disons. Pour résumer, ce qui se passe, c'est que une enquête du Sénat américain le tourmente quant à d'éventuelles relations avec le régime nazi. Parce qu'il a été chez Mussolini, donc ces relations entre voilà, est-ce qu'il a vraiment promu la société américaine, ou est-ce que il a davantage défendu certaines idées fascistes, c'est assez flou. Et puis surtout, ce qui est encore plus flou, c'est ses relations avec une clientèle allemande, une entreprise de chimie,
qui va être mise à contribution sous le Troisième Reich. C'est aussi sa rencontre avec Goebbels, qui est le propagandiste du régime nazi. Donc tout ça va le rattraper en fin de vie et le faire mourir prématurément à l'âge de 57 ans. Et c'est ainsi que celui qu'on appelle le petit frère des riches, le troubadour des millionnaires, comme on l'appelle aussi, va s'éteindre, avec le bilan finalement que, à sa mort, toutes les entreprises, le secteur privé possède un département de relations publiques, avec des analyses de ce qui se dit au niveau des grèves, etc. Analyser les mouvements de foule, c'est à chaque fois le communiqué de presse qui va être mis en place. C'est tous ces techniques qu'on a vues par le passé dans ces précédents épisodes qui seront appliquées à tout le secteur industriel. Voilà, c'est ainsi que je te laisse avec notre personnage d'Ivili et je te retrouve très bientôt pour un nouvel homme qui a œuvré dans l'ombre au succès des plus grandes sociétés, des plus grands dirigeants, qui a su convaincre l'opinion publique, la retourner à sa guise, et je t'en dis pas plus, ce sera la surprise. D'ici là, on se retrouve dans le prochain live Smart Learn, dans mon canal Telegram, avec l'accès gratuit dans la description de cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.